Welcome. Okay, how many folks in this room speak English as your first language or are most comfortable in English? Okay. Okay, do you have a headset? Yeah. If you want a headset, now's a great time to go grab it. It's out front. Actually, it's in the main plenary room, just sort of in the booths right in front of the main plenary where you eat and grab your lunch. So we're going to be switching back and forth. This is a bilingual presentation, so you'll hear both French and English, and the interpreters are phenomenal, and they'll be switching back and forth a lot. So don't hesitate to get up and leave and grab those whenever you need them. Okay, I'm going to get started. How's everyone feeling? End of the day one. Woo! Thank you. Yeah. This is my first CAEH conference. I'm brand new to the team. I'm an improvement advisor. I'm coming here today from the unceded territory of the Mi'kmaq people in Mi'kma'ki. So Shabukta, Halifax is my home. But because I'm not in my home and I'm a guest on this land, I want to acknowledge that we're here on land that is also unceded Indigenous territory. So this is land that the Ganyangahaga Nation is the stewards of, or are recognized as the stewards of since time immemorial. And this is the nation that has been home to a lot of gatherings of people on the water and the land around us. Tiohtià:ke, or Montreal, is historically known as a gathering place for many First Nations, and today, of course, we know it's a really diverse city, home to Indigenous and non-Indigenous folks from all over Turtle Island and beyond. So we respect the continued connections with the past, present, and the future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples from coast to coast to coast. So it's exciting to have you here today. As I'm saying, or as I said earlier to the folks just joining, if you need headsets, feel free to leave at any time to go grab them. We have 3 fantastic presentations, and we're going to get started right now. So my name is Gina. We're going to keep questions to the end, so please make a note of them, and we'll make sure that we get to them. Every presentation should be about 20 minutes long. I'm going to put my hand up, and I'll wave to you directly in front of you at about 15 minutes, and then that gives you a good 5 minutes to sort of wrap up. And we'll get started. We have a presentation de la roue au logement, comment y arriver ensemble, with Olivier Farmer et Virginie Doré-Gauthier. And so you can come on up and take the podium and move the slides through. We have subtitles that are automated. They might not be perfect, but again, if you're having trouble at any point, just go grab yourself some headsets and it should be easy peasy. All right, over to you two. Merci beaucoup tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette présentation-là. En fait, ce panel-là, c'est fin de journée de la rue au logement, comment y arriver ensemble. Mon nom, c'est Virginie Doré-Gauthier. Je suis psychiatre. Je travaille au CIUSS du nord de l'île de Montréal. Je travaille avec l'équipe Itinérance. Je salue d'ailleurs Fabienne, que j'ai vue tantôt, qui travaille avec moi. Et dans d'autres approches là, de proximité associées à notre CIUSS, là, soit l'équipe de suivi intensif dans le milieu, traitement intensif bref à domicile. Juste en conflit d'intérêt, là, je suis aussi responsable du développement professionnel à notre association, la MPQ, l'Association des médecins psychiatres du Québec. Et je vais vous présenter mon collègue, le docteur Olivier Farmer, qui est psychiatre également à l'hôpital Notre-Dame, qui a parti finalement le premier prisme. Là, s'il y en a pour qui le terme n'est pas familier, on va vous en parler en long puis en large pendant les 19 probablement prochaines minutes qui restent. Il est également sur le CAE du CIUSS Centre-Sud, sur le conseil d'administration de la Albury Mission et sur le conseil d'administration du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance Montréal. Mais évidemment, on n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer là, dans le cadre de cette présentation-là spécifique. Alors, ce dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est vraiment d'une vision en trajectoire de la santé mentale et de l'itinérance. Donc, il y a 3 objectifs: identifier dans la trajectoire de l'itinérance les moments clés pour intervenir ou prévenir.
décrire des modalités d'intervention collaborative déployées au Québec et développer des trajectoires coordonnées de services pour passer de la rue au logement. Alors, premier objectif, je vais sauter par-dessus ça. Vous allez voir qu'on a essayé de faire une présentation imagée. D'ailleurs, c'est pratique parce que ça se comprend autant en anglais qu'en français. On va y revenir beaucoup. C'est un peu une image de la trajectoire, hein, puis de tout ce que ça prend. C'est très, très simplifié, mais évidemment, quand on se retrouve à la rue, ça prend des papiers, ça prend sa santé mentale, mais ça prend du soutien, évidemment, vous le savez tous, pour retrouver un domicile. Est-ce que nos services, puis là je dis nos services, vous avez compris, on est 2 psychiatres, est-ce que nos services répondent réellement aux besoins de nos patients? Je pense qu'elle a posé la question, c'est un petit peu y répondre. On sait que les services en santé mentale, historiquement, sont inadaptés pour les personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance. Les gens n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'argent pour s'acheter les médicaments, ils n'ont pas d'adresse où on peut les rejoindre si on veut faire un suivi. Ils ont peut-être perdu leur téléphone. Ils ont probablement beaucoup d'autres intérêts, puis on les comprend, que d'aller s'asseoir dans une salle d'attente pour aller attendre pendant 1 heure de voir un psychiatre. Et malheureusement, pour toutes ces raisons-là, bien, on sait qu'ils tournent en rond dans le système. On voit aussi un certain désengagement du système. Historiquement, il y a des CLSC, des CIUS, des CIUS qui ont refusé l'accès aux services si la personne n'était pas rattachée à un certain code postal. Donc, on comprend évidemment tout l'impact pour les gens qui n'ont pas d'adresse. Puis encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, bien, il y a un système de garde partagé à Montréal pour les personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance, pour ceux qui ont besoin d'une hospitalisation en psychiatrie. Donc, évidemment, si tu as quelqu'un qui est, par exemple, dans le nord de l'île, qui a besoin d'une hospitalisation, mais que la semaine d'hospitalisation des personnes en situation d'itinérance se retrouve dans un autre hôpital, bien, ça rend encore plus difficile la coordination des soins. Et puis, ça fait également que les gens perdent leurs repères qui sont extrêmement importants, même dans un aspect proximal d'un quartier de Montréal. Donc, j'y reviens à l'image de la trajectoire et des fois, bien, une histoire vaut aussi 1000 mots. Donc, je vais essayer d'y aller rapidement. J'ai oublié de partir. Oh, déjà 5 minutes, OK, c'est bon. Avec l'histoire de Marc, Marc, c'est évidemment une vignette créée de toutes pièces, mais qui représente bien la complexité de ce que vivent les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui se retrouvent en situation d'itinérance. Donc, quelqu'un qui est suivi, qui a un trouble psychotique, qui est souvent méfiant, qui refuse les rendez-vous avec l'équipe de proximité, qui interrompt ses suivis, qui consomme du crack, qui évidemment priorise la recherche d'argent, de nourriture. Puis, même si des fois on a essayé peut-être de traiter le trouble psychotique, bien, il devient méfiant, pense que peut-être on essaye de l'empoisonner avec des médicaments, des choses comme ça. Il n'y a pas d'argent, il y avait peut-être des dettes antérieures, son admissibilité au programme de soutien au logement est bloquée par ces dettes-là. On arrive des fois à aider ces gens-là, à les aider à retrouver un logement, mais après ça, comme dans l'exemple, la personne est relogée loin du territoire de l'équipe et donc ça devient, je dis ici, faute d'arrimage avec une fiducie puis un accompagnement constant, bien, il perd son logement puis en quelques semaines, il se retrouve à la rue. Donc ici, c'est pour illustrer les étapes qui deviennent un petit peu labyrinthiques pour les gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Puis la raison pour laquelle on arrive à notre deuxième objectif d'apprentissage, puis je vais laisser Olivier continuer là-dessus, mais pour lesquels c'est avantageux d'avoir une approche en trajectoire qui est unifiée, comme par exemple avec un plus. Alors, ce qu'on essaie dans le fond d'expliquer, c'est que d'une part, quand on est psychiatre à l'hôpital,
on vit un grand sentiment d'impuissance par rapport à ces personnes-là parce qu'on n'a pas tous les outils pour travailler avec. Il y a des outils peut-être médicaux, mais il y a aussi énormément d'outils qui sont des outils de la citoyenneté normale, des pièces d'identité, l'argent, un logement, qui sont des éléments très, très importants et qui s'avèrent aussi être d'une certaine manière aussi des déterminants de la santé. Et on n'a pas vraiment d'emprise là-dessus quand on est dans une pratique hospitalière. En même temps, les organismes communautaires, ils n'ont pas accès à l'appareil médical, ils n'ont pas accès à des services diagnostiques, ils n'ont pas accès à de la médication, puis ils n'ont pas accès le stylo du médecin, des fois, qui est utile pour avoir une augmentation de revenus, une reconnaissance d'une inaptitude ou des fois d'accès à des hébergements pour des besoins bien particuliers. Et ça, c'est un élément aussi qui est très important. Donc, il y a de l'impuissance de chaque côté. Et il y a comme une absence de capacité de faire quoi que ce soit. Et c'est vraiment la base, souvent, de collaboration de cette nature-là, parce qu'on vient de traditions différentes, très, 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 très différentes. On s'entend qu'il y a eu des traditions très antipsychiatriques, la psychiatrie a eu une histoire difficile, mais en même temps, quand on vit de l'impuissance par rapport à des besoins particuliers d'une clientèle, ben, on met de l'eau dans son vin, puis on apprend à travailler ensemble. Et ça, c'est un élément très important pour développer de la collaboration. Donc ça, c'est le setup traditionnel refuge. Hein. C'est des dortoirs avec des lits superposés. C'est la ligne en fin d'après-midi pour avoir accès à un lit, le repas, la douche. C'est l'objectif du refuge, c'est de garder les gens en vie. C'est un objectif louable, mais limité. et malheureusement, qui ne donne pas un tremplin suffisant aux gens pour sortir de leur situation d'itinérance et ramasser les éléments qu'ils ont besoin pour arriver à autre chose dans leur vie, donc un logement. Donc, l'exemple de Chantal, c'est dans le fond, c'est pour... là, on veut aussi faire une vignette pour expliquer comment la capacité hospitalière ou la capacité juste de l'organisme communautaire est un peu impuissante devant Chantal. Chantal, qui a 52 ans, est dans la rue depuis plusieurs années. Elle habite sur un carton dans un parc, demande des fois de l'argent aux passants, a déjà eu une période dans sa vie où elle était fonctionnelle, elle travaillait, avait un logement et tout, mais il y a eu de la consommation, de crack, peut-être un problème de santé mentale non traité. Et dès qu'un travailleur de rue essaie de l'approcher, elle va l'envoyer promener avec toutes sortes de mots d'église et très, très réfractaire, disons, à toute approche. Donc, elle n'a pas de carte d'assurance maladie, pas de revenus, elle a rien pour arriver, puis elle n'est pas suffisamment désorganisée pour justifier qu'on la transporte contre le gré à l'hôpital pour commencer un espèce de processus à l'hôpital. Ou si on l'a fait, elle a tout de suite voulu partir, et puis rapidement elle s'est calmée, puis elle a dit les choses qu'il fallait, les mots magiques, je ne veux pas me suicider, je ne veux pas faire de mal à personne, pour obtenir son congé, qu'on ne puisse pas la garder ou faire quelque chose. Donc, on est devant une espèce d'impasse complète. Et tu sais, quand on est dans la rue, ben, on a besoin comme des pièces de Lego pour s'en sortir. Comme on a besoin d'un tremplin pour s'en sortir. On a besoin des pièces d'identité, on a besoin d'argent. Traitement, des fois, dans certains cas, sans le traitement, c'est dur d'avancer. On patine sur place et un logement. Sauf que pour avoir une pièce d'identité, ben, ça coûte 30$ pour avoir la carte d'assurance maladie. Mais là, on n'a pas le 30$. Mais donc, on va faire une demande d'aide sociale. Ah non, ben, pour faire une demande d'aide sociale, il faut une pièce d'identité. Donc, on se retrouve dans cette espèce de situation où on n'est pas capable d'avancer du tout et que ça peut prendre des mois et puis des démarches qui n'ont pas de sens pour essayer juste de faire la pièce d'identité et le revenu. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on essaie de pacter et de mettre dans une espèce de capacité ordonnancée. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu défini la réaffiliation. Nous, on l'a fait de façon extrêmement opératoire, c'est-à-dire que il faut des pièces d'identité, il faut un revenu, il faut donner une mécanique pour avoir accès à un logement, et puis il faut connecter la personne à des services de soutien. Services de soutien, organismes communautaires, une équipe médicale, si c'est ça que ça a besoin, pour l'amener vers le logement et pour qu'elle ait tous les outils pour maintenir son logement. Donc ça, c'est l'élément très, très, très important. 11 minutes, OK, c'est pas pire. Donc, l'idée, c'est de mettre tout ça dans une même équipe pour
accélérer. Parce que si on fait ça une personne à la fois, en demandant à Chantal, à Monique, à Bob, à Robert de faire un bout chacun de leur côté, et que la personne doit aller rencontrer toutes ces personnes, on s'entend que ça peut prendre 6 mois pour arriver à nos fins. Alors que si on s'organise, ben, ça peut être relativement moins compliqué. Donc, nous, on a fait des ententes avec la Régie de l'assurance maladie du Québec pour pouvoir émettre une carte, nous, comme intervenants du programme, tout de suite. Jour 0, carte temporaire, active immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prescrire et la pharmacie va pouvoir livrer les médicaments et la personne va pouvoir commencer un traitement si c'est ça qu'elle a besoin. Ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir un compte en banque assez rapidement parce que la carte va être une pièce d'identité valide. Ça veut dire qu'on peut entamer une démarche pour le logement. Ça veut dire qu'on peut faire une demande d'aide sociale. Et quand on a la carte temporaire, on a une entente spéciale aussi avec le centre local d'emploi pour pouvoir commencer la démarche pour avoir un revenu. Donc, au jour 0, pièce d'identité, revenu, réglé. Ça, c'est un élément très, 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 très important pour pouvoir passer à l'autre étape qui est loger. Alors, bon, une équipe n'a pas accès à des logements, ne gère pas un parc de logements, donc, on doit être en partenariat avec des organismes communautaires qui, eux, gèrent des subventions au logement et font le soutien au logement par la suite. Mais quand c'est bien fait, on est capable très rapidement, dès que la personne est prête avec ses pièces d'identité, son argent, la médication, parce que nous, on est des psychiatres et on s'intéresse plus particulièrement à la composante des personnes en situation d'itinérance qui ont des problèmes psychiatriques majeurs. Je veux dire, la majorité ont des problèmes de santé mentale, on s'entend, mais ceux qui sont en psychose, qui sont paralysés par la maladie, qui ne sont même pas capables de vraiment communiquer avec les autres à cause des symptômes, ben, c'est pour cela que la composante médicale devient vraiment comme une clé pour rendre toutes les autres interventions efficaces. Et l'autre chose aussi, c'est que les personnes en situation d'itinérance, elles détestent aller à l'hôpital. En fait, toute personne déteste aller à l'hôpital. Qui aime aller à l'hôpital ici? Personne? OK. Donc, l'expérience hospitalière n'est pas une expérience, disons, optimale en termes de service à la clientèle. Loin de là. Le refuge, probablement non plus. Par contre, c'est un endroit qu'ils investissent, c'est un endroit qui reconnaissent, qui les aide, qui les soutient dans la longueur du temps. C'est vraiment la force des organismes communautaires, c'est d'avoir su faire l'accueil et de développer une relation et juste d'être là depuis genre 130 ans, dans le cas de la mission Oldbury. Donc, il y a une espèce de confiance fondamentale, un attachement à l'institution. Donc, ça avait du sens pour les équipes de santé mentale de se déplacer à l'intérieur de la mission comme embedded services pour être à l'endroit où les personnes sont, sur leur chemin, si on veut. Donc nous, le prisme, c'était vraiment l'idée d'amener toute cette capacité d'évaluation, de traitement, de faire les pièces d'identité, de faire la signature du médecin des fois pour avoir accès à plus de revenus ou des services particuliers, ou des fois des références pour d'autres problèmes de santé aussi, faire la liaison. On fait cette capacité dans Prisme avec une offre évidemment d'hébergement, de logement qui est gérée par le refuge et qui nous permet en quelques semaines de travailler avec la personne pour qu'elle soit prête à entrer en logement. Donc c'est vraiment une espèce de proto-logement, préparation au logement et référence rapide pour que la personne arrive de la rue au logement dans un état où c'est probable que la personne puisse obtenir et conserver son logement. Donc, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est qu'on a... alors ça, c'est intéressant parce que le PRIS, c'est une équipe un petit peu compacte. Hein. C'est un travailleur social, une infirmière ou un infirmier et un psychiatre qui vient de temps en temps pour vraiment faire évaluation, traitement et tout le travail psychosocial que j'ai décrit. Mais pour qu'on ait de la clientèle, il faut qu'on ait des gens qui nous réfèrent. Fait qu'on a toute une série de partenaires qui peuvent nous référer. Ça peut être les hôpitaux, la prison, les policiers, les gens peuvent s'auto-référer. La majorité de nos références vont venir des organismes communautaires eux-mêmes, du refuge. Donc, tous les travailleurs du refuge sont au courant de notre offre de service et sont capables de repérer, de faire un certain démarchage avec les personnes pour expliquer le programme référé, pour qu'on puisse à ce moment-là les prendre. Et après, on a toute une série de partenaires pour après. Pour la subvention logement, pour l'entrée en logement et pour tout le support pour que les gens gardent leur logement après.
Alors, le PRISM, c'est le programme de réaffiliation itinérance santé mentale. Et la réaffiliation, ben, c'est les éléments que je vous ai décrits, très, très, très concrets. Le SII, c'est le suivi intensif en itinérance, Assertive Community Treatment, mais spécifiquement pour la clientèle en situation d'itinérance, aussi au refuge, donc situé dans le refuge, mais qui n'est pas contenu dans le refuge. C'est-à-dire qu'elle a la capacité d'aller dans la communauté, de voir les gens sur place, là où ils sont. Donc, Chantal, sur son carton dans le parc, on est capable d'aller à la voir, le psychiatre, l'infirmier, TS, pour essayer de lui parler, essayer de faire une évaluation, de lui proposer quelque chose à même là où elle est. Des fois, on essaie de les amener vers un dortoir au refuge pour pouvoir au moins leur offrir l'abri et une certaine capacité. Et après, quand ils sont au logement, c'est une équipe qui va rester un petit peu pour voir, parce que des fois, les gens perdent leur logement. Hein. Des fois, ils font rentrer le dealer ou ils font rentrer toute la communauté, des gens qu'ils ont connus pendant qu'ils étaient dans la rue. Fait que là, ça fait beaucoup, beaucoup trop de gens, ça fait du dérangement, ils finissent par perdre leur logement à cause de ça. Et donc, le SI est là pour essayer de les aider à garder leur logement et de voir c'est quoi les ingrédients, comme je dis, pour que le ciment soit sec, que la situation soit stable avant de passer la main à une autre équipe. Alors ça, c'est juste aussi une autre façon de vous imaginer qu'il y a tout un travail de repérage, démarchage qui se font, police, refuge, travailleurs de rue. Le PRISM et l'SI sont là pour faire, dans le fond, notre travail spécifique de réaffiliation, le traitement, la préparation au logement. Et après, il y a tous les services de soutien par la suite pour arriver à un résultat. Je pense que je l'ai équipé. Ouais. Ça marche. Ça marche. Donc, nous, on a eu des taux de succès de 70% quand les gens faisaient le programme avec nous. Ça coûte beaucoup moins cher que toutes les autres alternatives. On sait que ça coûte très cher, l'itinérance, de façon chronique. Et ça nous permet de vraiment voir un bon nombre de personnes. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer au Québec. Il y a déjà plusieurs équipes. Voilà. Merci à toi. Même pas? C'est encore à moi? Ah, suivi en itinérance. Le suivi intensif en itinérance, le PRISM, c'est vraiment pour faire vite, rapidement, le plus de gens possible avec des problèmes pas trop aigus. Alors que le suivi intensif en itinérance, c'est vraiment pour nous donner plus de capacité, plus de temps et plus d'amplitude d'intervention. Toujours 70% à peu près de succès, mais sur un an, plutôt que sur 8 semaines. Ça, c'est moi? OK. Donc, les clés du succès, le partenariat, donc le travail ensemble qui nous permet d'avoir la capacité, la flexibilité de l'accès immédiat et de répondre aux besoins spécifiques de la personne, et la constance, parce qu'on est présent aussi dans le milieu, comme le refuge est présent dans le milieu. Fait que les gens, ils viennent, ils disent non, ils viennent une semaine plus tard, ils disent oui, 1 mois plus tard, 6 mois plus tard, après 3 mois en prison, on est toujours là. Ça, c'est une des forces aussi. Chantal accepte le PRISM, on n'a pas le temps. Fait que voilà. C'est ça. Merci. Fait que dans le fond, avec la vignette, on passe par-dessus, mais vous aurez compris qu'avec cette diversité-là d'approche, bien évidemment, on peut rejoindre les besoins de différentes personnes selon où elles se trouvent, puis comment leur décision au moment précis où on les rencontre. L'idée aussi d'avoir une vision en trajectoire, puis je vais terminer avec ça, c'est de faire ressortir les forces de l'ensemble des acteurs. On a parlé des organismes communautaires, on a parlé du système de la santé, malgré ses difficultés, qu'il y a quand même aussi des forces. Puis on le sait, puis évidemment, là, je suis consciente qu'on est 2 psychiatres là, en ce moment à vous parler, puis on a aussi nos tâches aveugles, mais on sait qu'il y a des trous dans la trajectoire actuelle, mais d'avoir cette vision-là permet de voir c'est quoi les lacunes en amont, en aval des gens qu'on voit, et puis de pouvoir toujours réfléchir à qui on oublie dans nos politiques puis dans nos approches. Puis évidemment que même si on crée une multitude de magnifiques programmes, bien, si on n'augmente pas le nombre de logements disponibles, on va rester dans une boucle sans fin. Et donc, c'était évidemment pour conclure là-dessus. Avant de céder la parole à nos autres panélistes. Merci énormément. Merci. "20 minutes is not long enough. Thank you so much.
Okay, so up next, I'm just gonna help you open this up. Okay, so up next, we've got Lucie Catherine Winet from Médecins du Monde Canada and the Native Friendship Center of Montreal. So, let's get you set up. Yeah, woo! Get energy going. I just have to close the other so the subtitles get working, and there we go. Is this the right one? Yep. Yeah, okay. There we go. So I'll give you a heads up at 15 minutes. Hello, bonjour. My name is Lucie Catherine Wimet. I'm Anishinaabe Moen. I speak Anishinaabe Moen, and I'm Anishinaabe. My mother's from Rapid Lake. My father's French Canadian, hence the name. So today I'm here to speak to you a bit about the same population that you just heard about, but add another element. Add the word Indigenous, Inuit, Métis over that. So this is another population that is often silent. We don't hear about. The politics don't come in front. We don't hear what are the things put in place for our Indigenous brothers and sisters that are on the street. So, I'm a nurse practitioner. I work at Doctors of the World, and we have a partnership with the Native Friendship Center in Montreal, where we have a proximity clinic. And this presentation is in collaboration with my colleague, oh, you changed place, Kitty Lee, who's a clinical nurse, and she works at the Tiohtià:ke Health Center here in Montreal. Is an Indigenous clinic also. So we both work with the same type of people, so we decided to do something together. So I see the team is here, Médecins du Monde team is here, so everybody's there. Okay. It is highly possible that I don't follow my slides. This is something that I have a hard time working with. So, of course, I won't learn anything to anybody right now. Okay. But I guess for the translator, they need... Oh, I have to do this? Yeah, that's fine. I can hit you one with the battery in it if you want to move around. Yeah, please. Yeah. Okay. I'm not very tall, so I have the impression I'm not seeing everybody. So it's not news for anybody that homelessness right now is a public health crisis. I guess it's in the front of all the news. So there's a lot of... You might need to keep it away from that. Okay. Hello. It'll be easier that way. Today we want to talk to you about more Indigenous-led models of frontline access to health for our Indigenous homeless here in Montreal. Okay. A little bit of data we put on there regarding the health situation here in Quebec. So there's a big primary care deficit. I'm sure a lot of people heard about it in the news, read in the newspaper, especially with all what's happening right now. So we have a big population that doesn't have access to frontline healthcare practitioner, namely doctors. So I won't go through all the data, but basically it's an issue right now. And if you add homelessness to that, like my colleagues just said, it's something that's not accessible, basically. So the presentation of
homelessness and the indigenous Inuit and Métis people here in Montreal represents about 12 to 16% of the homeless that are in the stats here in Montreal. But in Quebec, it represents about 2% of the population. So we are highly represented on the streets. And also there's the aspect of systemic racism, that a lot of events underline that issue, namely what happened to Joyce Echequan. It was 5 years a month ago that she died under the auspices of the care of nurses, PABs, and doctors in the healthcare system. So it's not a surprise when we say that there's a lack of access, lack of Indigenous-centered care right now in our healthcare system. And that's why we work on our projects on more low-barrier values. A lot of our work, the objectives, work along the recommendations of the Joyce's principle. You could see all the recommendations on the website of Joyce's principle. They have all the recommendations for health, structure, systemic. So basically, we're in that view. Yeah. So low barrier, what it means, easy access, no appointments, no wrong door, in a culturally safe space where you feel safe and where you're not judged for who you are. Here in Montreal right now, for vulnerable, homeless, First Nation and Inuit and Métis, right now there's the proximity clinic for which I work with Médecins du Monde and the Native Friendship Center. The Native Friendship Center is a center that offers services for Indigenous living, homelessness, or being vulnerable, or have problems getting something to eat. So there's many different services inside the Friendship Center. And with the partnership with Médecins du Monde, Doctors of the World, we started a proximity clinic inside the Friendship Center where people hang out during the day. And along that came also the Indigenous Health Center of Tiohtià:ke here in Montreal, which is situated in the old Queen Elizabeth Hospital at Vendôme Metro. And they have services, easy access at their clinic, but also they have a project that is of outreach situated in the shelter Open Door that maybe some of you heard about, situated on Park Avenue, downtown Montreal, Milton Park area. So Kitty goes there once a week, to serve our people on the street. Otherwise, non-centered care, not centered on Indigenous care specifically. There's l'équipe itinérante at the CLSC des Faubourgs, downtown Montreal. Doctors of the World, we have a van, a mobile clinic that goes around in the hotspots, different hotspots of Montreal. The schedule is on the website, so if you're looking to see a nurse or a healthcare professional on the clinic, it's available online. There's OBM that has the mobile clinic, Accueil Bonneau that has an on-site clinic, which my colleague here, Giselle, is the one working that clinic. And there's many other sheltered-based different access. The difference that we wanted to do with the Native Friendship Center, it was to have an easy access. So to healthcare and follow-ups and exams and
for chronic care disease. I'll just look at the time. Okay. So, and me being a nurse practitioner, in Quebec, nurse practitioners, we are able to diagnose, prescribe, do follow-ups, fill in the forms for l'aide sociale, do the different things that a lot of issues need an appointment with a doctor, which is not really possible for our patients. The difficulty to go to the hospital, to go in a clinic, not fitting. All the systemic racism doesn't come from a Cheerios box. It's just it exists, and a lot of our patients would even tell us, and I've lived it a few times, that I prefer to die on the street than to go to the hospital. The way our people are treated is there's a lot of systemic racism still. We have a lot of stories that we could tell you. So we have peer support workers also with MDM and navigators, indigenous navigators that work at MDM, so Médecins du Monde. So we work all together. We have a direct link, a trajectory with the CHUM detox unit. So we have easy access for addiction medicine, and we have beds also for Indigenous people that are kept at the unit in the CHUM. So in the fact that it's in the Friendship Center, it's secure, culturally safe, and it's not menaçant. I forgot in English. Aggressive. No. So it's the same thing for the Tiohtià:ke Health Center. So easy access, no barriers to the access. So the same as we do at the Friendship Center, no RAMQ required, no status card required. If you don't have an identity card, it's okay, we still see you. It's a collaboration also with Roivivik, the Cree Health Board, and we all have access to our traditional healers that are always present. So we could even work together with our healers. So it happens often that I refer one of my patients who I'm working with for an issue to a traditional healer, and we will work together with, in collaboration with the patient, to follow their own road of well-being, to see where they want to go. So, like Tiohtià:ke Clinic, there's all the different services. They have Indigenous navigators too. I saw Shirley, that's there, that are present and that help our patients navigate in the system, act as advocacy for them. And there's a lot of issues, especially when you're homeless and Indigenous. We had a patient that had cancer. They didn't want to give him chemo because he was not housed. So it's like stories like that we have all the time. So the link with housing for us, it's really trying to find a healthy place to be able to start working on trying to get a stable housing. So, but the first step is really to work on your well-being. And we want to work more with the holistic traditional medicines, the traditional way of doing. I personally, in my clinic, I have the 4 traditional medicines on a table beside my exam table. So it's like mingling the two ways of healing. The challenges, of course, the rigidity of the system right now. But what's nice with our projects is that we're small and we're agile. So we could decide to change things right away and not depend from a big structure. So agility is probably one of the biggest things right now.
The social aspect, I don't know what to say. It's everywhere in the news. We know all our people. Homelessness is a crisis. And when we talk about our people, the indigenous, it's also a whole new part of the challenge. And of course, a systemic racism on a micro level, but on a macro level also, the colonialist way of seeing health, of getting health, the power battles, the power unbalance between healthcare professionals and our people, traditional healers. So it's a challenge. So calls to action. Okay. At different levels, we have, the scholars, people that work in universities, do research, try to put it out there to have data, information, to demonstrate the need and demonstrate, yes, it exists, systemic racism. We have also the policymakers and our politicians that need to be more courageous, maybe, and take position, and also walk the talk. So it's easily said, not easily done. Advocacy as an intervener, a healthcare worker, as a peer support worker, is to go up front and talk about what is happening and move things to be the grain of salt, a grain of sand in the wheel, to be the mosquito in the room, to not let people forget about us. We're easily forgotten. And also to appeal to all our community leaders in the communities. Because in the urban setting, we don't have a community leader. We're all from all over the place. We all recognize each other. There's a solidarity, but it's not a place where we have our own leaders talking and defending our people. So, just a fast closing. What works well, and we found out with our research, it was a research published and done for the proximity clinic at MDM, and there's statistics for the clinic in Tiohtià:ke. It works. And there wasn't any, that's my phone ringing. My timer is up. So the no wrong door approach, collaboration with other structures. We have trajectories with the CHUM. I know that Tiohtià:ke works with the Royal Vic. So there's different structures that are attached with us to work for different trajectories. And just a reminder to read the calls for actions, the Truth and Reconciliation report, and also the calls for action for the Tiohtià:ke statement, and to review Joyce's principle to help to guide towards working with our people. So, thank you, miigwech, merci. And the information about Kitty and I, so if some of you want to reach us, and the references, voilà. The references, I love it. Thank you. Can tell you're a scientist. Thank you so much. Okay. So we've got one last presentation. All right, so I'm going to open this up for you, Virginie. Okay, this should work. Actually, I need to close this first. If you want, you can use these. Okay. You've taken the microphone away, so I guess maybe I have to use this one. So we don't lose the eye. Use this one and this. Okay, so I'll leave that here for you.
Okay, so last but not least, we have Monique Brideau, de Réseau de Santé Vitalité de Nouveau-Brunswick. So I'm excited to welcome you, Monique. I'm going to give you a wave at 15 minutes, and you have 20 in total. There you go. Merci beaucoup. Bravo pour vos présentations. Super intéressant votre travail et inspirant. Donc, dernière présentation de la journée, dernière présentatrice. Bear with me. Je sais que la fatigue s'installe. Si vous sentez le besoin de vous lever, vous dégourdir, surtout n'hésitez pas. Je vais faire de mon mieux à garder ça court et concis et j'espère pertinent. Donc, je suis venue de loin aujourd'hui, mais en fait, je suis arrivée hier. Tout droit de Moncton au Nouveau-Brunswick, une des provinces des Maritimes, pour celles et ceux qui s'y connaissent moins. J'ai habité ici pendant 5 ans tout de même, donc je reviens à ma ville d'accueil. Fait que je suis super contente d'être ici, puis je me sens vraiment privilégiée de venir vous parler de ce qui se passe du côté de Moncton au Nouveau-Brunswick sur le dossier de l'itinérance. Donc, c'est ça, mon nom, c'est Monique Brideau. Je suis promotrice de la santé au sein du réseau de santé vitalité. Je porte aussi mon chapeau de sociologue en santé publique pour avoir étudié au doctorat en sociologie ici à l'UQAM. Voilà. Simplement pour vous expliquer un peu la santé publique du réseau de santé vitalité, il faut dire que le réseau est en fait l'une des 2 régies régionales de la santé de la province au Nouveau-Brunswick, l'autre étant le réseau de santé Horizon. Donc, notre réseau gère et dispense des soins de santé dans les régions qui sont majoritairement francophones au Nouveau-Brunswick, notamment les régions du Nord et aussi du Sud-Est de la province. Je passe. Donc, le titre de ma présentation aujourd'hui, ça reflète vraiment une volonté commune ou plutôt collective de celle de bâtir des ponts entre les secteurs à partir d'un regard croisé où on travaille vraiment de pair avec différents partenaires du terrain, que ce soit des organismes communautaires, mais aussi des instances gouvernementales. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion sur mes apprentissages avec notre programme Outreach qu'on gère depuis maintenant 2 ans, puis aussi un peu de leçons à tirer de notre démarche de santé publique pour adresser la question de l'itinérance à Moncton. Donc, le plan de ma présentation, évidemment, une introduction. Je vous parlerai aussi du contexte local de notre ville. Je ferai une genèse du projet Outreach, dont vous expliquer par où on a commencé et où on est rendu à l'heure actuelle, notamment en termes de portée des services et des interventions qu'on est en mesure de faire directement dans les refuges de la région de Moncton. Je vous parlerai aussi du fonctionnement de notre projet avec, évidemment, une approche sur la réduction des méfaits. J'aurai quelques mots à vous partager au sujet du comité qu'on a mis en place. Je terminerai avec un bilan qui parle vraiment des forces, des défis, puis aussi des perspectives à court et à moyen terme. Puis ça sera évidemment terminé d'une conclusion. Faut dire que la santé publique, on a vraiment comme mission d'assurer la protection et la promotion de la santé de toute la population. On travaille vraiment en collaboration avec différents partenaires. Puis on tente évidemment de réduire les iniquités en matière de santé. Donc, le projet Outreach qui est né en santé publique à Moncton repose vraiment sur un travail de collaboration, comme je le disais tout à l'heure, et un engagement collectif à rejoindre les personnes qui vivent en situation d'itinérance. Puis, en tant qu'organisme de santé, on offre vraiment des soins de proximité directement dans les centres. Et on mise évidemment sur une approche humaine, inclusive et basée sur la réduction des méfaits. Il faut dire qu'à Moncton, on compte 4 refuges qui desservent des services auprès de cette population-là. Et on a aussi d'autres organismes de terrain qui offrent des services également. Quelques données sur le contexte local à Moncton. Ça, c'est les données du Human Development Council qui s'occupe du PIT count, le point in time, le comptage qui est fait pour un peu avoir une idée de combien de personnes se retrouvent en situation d'itinérance. Les dernières données du mois d'août, en fait, nous révèlent qu'il y a environ 750 personnes qui ont connu l'expérience d'être dans une situation d'itinérance pour au moins une journée, puis on parle d'itinérance chronique à plus de 510 personnes. Évidemment que les données qu'on voit là,
ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a des gens qu'on a réussi à rejoindre à travers ce comptage-là. Donc, il faut imaginer que les chiffres sont beaucoup plus grands à l'heure actuelle. Il faut dire que la situation au Nouveau-Brunswick, de manière générale, ou aussi notamment la question de l'itinérance à Moncton, on remarque une augmentation de 210 % depuis 2021 de personnes qui vivent en situation d'itinérance. Évidemment, il y a toutes les causes systémiques, je pense que vous les connaissez déjà. On parle du coût de logement qui a augmenté de manière significative depuis les dernières années. On parle de personnes qui vivent avec de faibles revenus. On parle aussi, dans le plan d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, un rapport qui vient tout juste de paraître, qui a pour titre « Ensemble pour vaincre la pauvreté ». On remarque que plus de 85 000 personnes vivent en situation de pauvreté au Nouveau-Brunswick. Donc, on parle de 10,9 % des Néo-Brunswickoises et des Néo-Brunswickois. Puis dans toutes les activités de séances de consultation qui ont mené à bien la publication de ce rapport-là, c'est plus de 5 000 personnes qui ont participé à ces séances de consultation et le logement était le principal enjeu de préoccupation. Il faut dire aussi que plus d'1 ménage sur 4 vit en termes d'insécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est simplement pour ajouter un peu plus de contexte. Donc, notre projet Outreach, qui a vu le jour en 2023, c'était suite à répondre à l'augmentation des cas d'hépatite B auprès de la population qui vit en situation d'itinérance, les personnes et aussi celles avec les consommations de substances. Donc, l'objectif était d'abord de fournir, évidemment, le vaccin contre l'hépatite B, donc d'assurer une couverture vaccinale. Puis en même temps, bien, ça a été tout un travail aussi de mieux comprendre les besoins en matière de santé publique à Moncton, puis les autres services qu'on serait capable d'offrir au fur et à mesure qu'on avançait là-dedans. Il faut dire que c'est vraiment une première expérience pour nous comme santé publique du réseau de santé vitalité de s'impliquer auprès de cette cause-là. Puis j'entends bien aussi que évidemment l'itinérance est considérée comme une crise de la santé publique. Fait qu'on est vraiment arrivé comme plus tardivement comme des joueurs clés pour répondre aux besoins criants et grandissants de cette population. Donc, ça a d'abord été un partenariat avec l'équipe de la clinique Salvis, qui est une clinique mobile qui offre des soins primaires auprès de la population qui vit en situation d'itinérance. Fait que pour nous, ça a été un moyen vraiment de tag-along avec des gens qui avaient déjà développé des liens puis des relations sur le terrain, qui offraient déjà des soins. Puis on s'est dit qu'une belle manière de pouvoir s'intégrer dans ce milieu-là, c'était de participer à ce que faisait déjà la clinique Salvis. Fait que c'est commencé comme ça. Juste pour vous donner un peu une meilleure idée de toute la portée des services qu'on offre, évidemment, vaccination contre la grippe saisonnière, les infections respiratoires. On fait l'évaluation, l'accessibilité ou l'admissibilité, je devrais dire, de certains vaccins qui sont financés par l'État. On fait tout ce qui est suivi des cas de maladies à déclaration obligatoire et des contacts. Beaucoup d'éducation en termes de santé sexuelle, mais aussi de réduction des méfaits. On distribue des matériaux de réduction des méfaits également. Autre chose, tout ce qui est orientation sur la gestion des épidémies. On a beaucoup de travail. On travaille de près avec les différents refuges pour les aider à naviguer le quotidien dans un refuge. Tout ce qui est gestion des maladies transmissibles, communicable disease, management, tout ce qui touche à ça. Contrôle des infections également. On a développé des protocoles. On est en mesure de leur fournir des outils plus concrets sur comment, justement, gérer ces genres de choses-là dans le contexte de refuge. On vaccine non seulement les clients et clientes, mais aussi les membres du personnel. Puis on utilise évidemment une approche intersectorielle. Il faut dire que par rapport à l'acte vaccinal, ça peut vous sembler peut-être simple, mais ça prend quand même une portée beaucoup plus large dans un contexte d'itinérance parce que offrir les vaccins dans des refuges, c'est non seulement
prévenir des complications graves, mais c'est aussi maintenir des liens de confiance avec des gens qui sont souvent exclus du système. J'entends que le système est difficilement accessible pour ces gens-là, que ça se passe dans la salle d'urgence ou juste naviguer les systèmes de santé de manière générale, c'est loin d'être évident. Donc, on croit vraiment qu'en offrant des services de proximité, puis de rejoindre les gens là où ils se retrouvent. Là, on entend beaucoup en anglais, excusez-moi l'anglicisme, meet them where they're at and not where you want them to be. Je pense que c'est ça la clé aussi dans ce qu'on fait. Fait que je trouvais ça intéressant qu'on puisse mettre ça de l'avant. Donc, juste pour vous donner un aperçu des services et des interventions qu'on a été en mesure de faire depuis nos débuts. La première année, vous avez une idée des consultations totales. Je reconnais que vous pouvez lire, fait que je ne vais pas voir tous les chiffres avec vous, mais il y a le nombre de vaccins qu'on a été capable d'administrer la première année, presque 500, beaucoup d'éducation, d'informations reliées à l'immunisation. Également, on a été en mesure de faire des suivis pour cas et contacts, tout ce qui est la question des maladies transmissibles. On a été en mesure aussi de donner des références à d'autres services de santé mentale notamment. Beaucoup d'éducation sur la réduction des méfaits, de la distribution de matériel stérile. On a des kits d'injection, les PIP, le naloxone, etc. Santé sexuelle également, distribution de condoms. Puis ça, c'est les chiffres de la deuxième année. Donc, si on compare première année versus deuxième année, désolé les yeux ici, on voit vraiment qu'on continue à offrir de plus en plus de services, puis qu'on aurait du travail vraiment à du 40 heures semaine. Il faut dire aussi un petit clin d'œil à mes 2 collègues infirmières en santé publique qui offrent vraiment des services concrets sur le terrain. Teresa et Mélanie, qui sont pas ici avec moi, mais qui vont m'écouter l'enregistrement quand ça va être arrivé dans leur boîte courriel demain. Fait qu'un petit clin d'œil à mes 2 collègues qui n'étaient pas en mesure de se joindre à moi. Puis il faut dire aussi que c'est vraiment Teresa d'abord qui a commencé cette initiative-là avec toute la bonne volonté du monde, le sentiment d'agir comme infirmière en santé publique avec beaucoup d'années d'expérience. Puis elle s'est dit qu'il fallait qu'on participe, qu'on mette les mains à la pâte. Puis depuis, ben c'est juste des collaborations, des partenariats qui continuent de grandir, puis tout le travail qui nous reste à faire collectivement. Donc, je vous apprends de rien. J'imagine que vous êtes tout au courant de ce que c'est la réduction des méfaits. C'est une approche qui est au cœur de la démarche qu'on a en santé publique. C'est pas de sanctionner les comportements, mais c'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, de rejoindre les gens là où ils sont, sans jugement. C'est vraiment dans un principe de bienveillance. C'est de s'assurer que pendant que c'est pas clair ou que leur trajectoire, il y a de nombreux défis, ben au moins on est là pour tendre la main puis de s'assurer que ils puissent avoir accès, puis de limiter les risques sur leur santé en offrant services et outils. C'est ça. C'est vraiment tout ce qui concerne le sens de la communauté, d'encourager les individus à adopter des comportements plus sains. On mise beaucoup aussi sur l'autonomisation des personnes pour qu'ils puissent faire des choix éclairés pour leur santé ou leur bien-être. Mais ça, c'est pas comme de leur dire ce qu'ils ont besoin de faire, mais plutôt de les accompagner à comment nous, on peut les aider pour faciliter ce processus-là aussi. Quelques mots sur notre comité d'action sur l'équité en santé et la réduction des méfaits. C'est une initiative de la santé publique, puis c'était de mettre ensemble différentes personnes autour de la table qui représentent différents secteurs. Donc, à la fois, il y a des gens, mes collègues à moi en santé publique, des organismes communautaires et les refuges de Moncton. On a des gens du ministère de la Santé qui sont impliqués dans ce comité-là aussi, médecins hygiénistes, etc. La méthode de prise de décision, évidemment, par consensus, puis c'est vraiment de développer des ressources par et pour les refuges et les communautés. Donc, juste quelques exemples d'outils ou de ressources qu'on a été en mesure de développer depuis les 2 dernières années, notamment un protocole en cas de blessure par piqûre d'aiguille. On parle de needle stick injuries. C'est quand même des choses qui arrivent de manière quotidienne dans les refuges. On n'était pas bien outillés à comment on répond à ça. Il y a eu des expériences où certains employés se sont blessés par seringue, puis il fallait se présenter à l'urgence. Puis évidemment, une fois à l'urgence,
je vous laisse imaginer le genre d'accueil ou le genre de situation qu'on peut se retrouver. Fait que 5 minutes. Wow. Fait qu'on a développé une petite carte portefeuille. J'ai une photo à la prochaine diapo, juste pour rendre l'expérience un peu plus safe space. Fait qu'au moins les gens à qui ça arrive sur le champ peuvent se présenter à l'urgence avec une carte qui va servir un peu de voici ce qui est arrivé, c'est mon employeur qui m'envoie, etc. On est en train de développer tout de suite une affiche sur le contrôle et la gestion des maladies infectieuses. Ça a été un gros travail. Au départ, on avait pensé à un document qui les aiderait à naviguer le quotidien. Puis là, on s'est vite fait dire que un document de 30 pages, on n'aura pas le temps de lire ça. Pourquoi vous ne feriez pas comme une affiche avec plein d'images pour nous aider à naviguer tout ça? C'est ce qu'on a fait. Fait que le par et pour est important ici. Des fois, on pense savoir ce qu'ils ont besoin, mais encore faut-il les entendre puis les écouter. C'est les personnes qui sont sur le terrain qui sont le mieux à même de nous dire qu'est-ce qui marche pas, etc. Beaucoup d'infographies, d'affiches sur la rougeole, les coups de chaleur cet été, évidemment. Exemple de choses qu'on a développées, affiches sur les coups de chaleur. La majorité des ressources qu'on trouve en santé publique, là, même juste la gestion des poux, parce que c'est quelque chose d'assez fréquent dans les refuges, bien, les ressources que tu trouves, c'est comme « assois ton enfant sur une chaise ». Fait qu'il n'y a jamais rien qui est comme tailored pour répondre aux besoins de cette population-là. Fait qu'on essaie toujours un peu de sortir de la boîte puis d'imaginer des ressources qui sont claires. On en a fait une sur la rougeole il n'y a pas si longtemps parce qu'il y a eu des cas de rougeole au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas pour le Québec, mais bref, chez nous, il y a eu quelques cas. Ça, c'est la petite carte d'exposition à des liquides potentiellement infectieux que les gens peuvent amener avec eux quand ils se présentent à l'urgence. Une copie aussi du protocole. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Les forces. Accès accru aux soins pour la population qui vit en situation d'itinérance. On a été en mesure d'augmenter la couverture vaccinale. On a amélioré les suivis. On a réussi à rejoindre des gens qui étaient un peu comme perdus du système, excusez-moi l'expression ici, mais qu'on n'avait pas trouvé. Ça faisait des années. Là, on a été capable de les trouver, de les soigner, etc. On a une présence régulière et relationnelle sur le terrain. Je pense que ça, c'est la clé. Des collaborations solides avec les refuges. Je pense que d'une certaine manière, on contribue à prévenir l'itinérance chronique dans le sens où on est en mesure d'intervenir plus tôt pour éviter que les personnes y restent coincées dans des cycles sans fin de précarité ou d'exclusion. Toute la question des soins, l'accès à des soins. Il y a beaucoup de soutien dans la navigation des systèmes sociaux et de santé aussi de la part de notre équipe en santé publique, de les rediriger vers soit les services de santé mentale, soit les services de santé primaire. Il y a des défis, le manque de ressources humaines institutionnelles, le personnel limité pour répondre à la demande croissante. Il y a certaines limites de notre mandat en santé publique qui ne nous permettent pas nécessairement de pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire. Fait que le sentiment d'impuissance, on le sent aussi quotidiennement, là, on voudrait donc aider plus, mais ceci, c'est le chapeau de la santé publique. Fait que c'est difficile de mesurer aussi le succès de notre initiative. Ça fait juste 2 ans qu'on est là sur le terrain. On n'a pas assez de données aussi auprès de notre population. Je parle de données qualitatives. Fait que mon chapeau de sociologue, des fois, me dit on connaît peu de choses de ces gens-là. Fait qu'on essaie vraiment d'améliorer l'outil pour mieux capturer les expériences vécues, mieux comprendre les réalités. Le sujet d'ILICA, la question de la stigmatisation, évidemment, c'est commun chez nous aussi. Je travaille présentement à développer une formation qui va être offerte à l'ensemble du personnel du réseau de santé et vitalité pour adresser la question de la stigmatisation structurelle à l'intérieur de notre système. Fait que c'est tous des petits pas ou des démarches qu'on fait pour essayer d'améliorer puis agir sur le structurel. Je sais pas comment de temps il me reste. 2 minutes. Le court et moyen terme, continuer à renforcer le dialogue intersectoriel. Je pense qu'on réussit à arrimer les services
Mais parce que c'est tout nouveau pour nous, je pense qu'il y a encore d'autres discussions à venir, mais c'est clairement un travail d'équipe. Ça implique beaucoup de gens. Puis je veux juste aussi faire un clin d'œil à tous les organismes de terrain qui travaillent vraiment corps et âme tous les jours pour mieux desservir cette population. Mieux documenter les impacts. On est en train de réviser notre outil. On a commencé avec un Excel, vraiment avec les moyens du bord. Là, on est en train de peaufiner cet outil-là pour qu'on puisse être en mesure de mieux capturer ce qu'on fait. Il y a déjà des discussions aussi d'élargir la portée du service Outreach en santé publique dans des régions rurales au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est ce qui se passe. On m'avait demandé des actions puis des impacts. Là, fait que concrètement, le fait qu'on participe au sein de différents comités interministériels, je pense que ça permet une meilleure coordination des soins, des ressources aussi. On crée des liens avec les acteurs clés. Petit clin d'œil à ma collègue Anne aussi du ministère de la Santé qui s'est déplacée d'aussi loin que moi aujourd'hui pour être ici. On fait beaucoup de référencement direct vers des ressources. Présence régulière sur le terrain, je pense que ça, c'est la clé aussi. Je parlais tantôt de développer des relations. Puis c'est aussi de proposer un modèle positif de soins. Je pense que ça, il faut continuer à valoriser ça parce que c'est pas toujours positif pour eux et elles. Fait que d'être capable d'être là puis d'offrir des services qu'ils ont besoin, je pense que ça vaut pour beaucoup. Puis juste mon dernier, là, je vais mettre mon chapeau de sociologue en santé publique, mais je trouve toujours important de rappeler à l'importance que c'est vraiment une responsabilité partagée. Je pense qu'on a un devoir, une responsabilité collective d'adresser la question de l'itinérance. La question de la justice sociale, évidemment, c'est fondamental. Lutter contre la stigmatisation. On a beaucoup cette mentalité-là de « not in my backyard ». Pas dans ma cour. Je pense qu'au contraire, c'est ici, c'est chez nous. On doit faire partie de la solution. L'accès équitable, évidemment, c'est au cœur de ce qu'on fait en santé publique. Puis aussi de donner des opportunités pour que les personnes qui ont des expériences vécues puissent être entendues au quotidien. Fait que je vous dirais plus d'écoute. Je pense que c'est ça qu'on a besoin. Puis plus de bienveillance aussi. Fait que voilà, c'est tout pour moi. Merci. Okay, thank you so much, everyone. So much information, so much incredible work has gone on behind the scenes to make all of these results available to us. So much learning. Thank you. We have a good 25 minutes to go. So how this next part is going to work, if you have a question, just put your hand up. Our volunteer, would you like to put up your hand? In the back is going to come around and hand you the microphone, and then just make sure you clarify who your question is for, if it's for somebody in particular, and we will let you know when there's only time for one remaining question. So, who's first? Yeah, it's definitely 5 p.m. Je savais pas dire, on sera pas incité si on va dire. Non, c'est ça. Okay, we've got one up front. I had to be the furthest from you. Yeah. Sorry. Another one right here after. Patrick Hébert, consultant en stratégie d'itinérance pour le nord du Nouveau-Brunswick. On va se parler un petit peu tantôt. J'étais juste curieux au niveau des... Quand on parle des pratiques culturelles autochtones, je trouve que, moi-même, ayant certaines racines, quand je les pratique, ça me ramène à mes sources, dans notre monde qui roule vite, ainsi de suite. Là, je pense plusieurs en auraient grand besoin. On parle souvent d'avoir des pratiques culturelles pour les gens qui sont autochtones, ou, mais est-ce qu'il y a des situations où est-ce que les deux mondes se sont croisés avec succès, ou est-ce que les pratiques autochtones ont inséré le milieu de santé traditionnel pour des... Fait que si on aurait comme des exemples où ça a été fait, ou comment le faire sans empiéter sur la culture, mais... J'imagine que c'est à moi la question. Est-ce qu'il faut que je passe? Non, hein? Allô? OK, bon. OK. Bien, tu
Tu sais, c'est difficile à répondre. Moi, je dirais que quand on prend une approche plus de proximité, c'est plus facile d'intégrer un contexte qui est plus culturellement sécuritaire, puis qu'on peut adapter. Il y a toujours l'approche du double icing, où est-ce que tu essaies d'intégrer la façon traditionnelle de voir la santé, qui est plus holistique chez les Premières Nations, Inuit et Métis. Ça comprend pas juste le curing, mais il y a tout le caring. C'est pour ça aussi que l'approche nursing fonctionne très bien avec cet aspect-là. C'est toujours une question de volonté puis de courage aussi des décideurs. Je sais que, moi, je peux parler juste de l'exemple au CHUM. L'unité des toxicomanies ont décidé de prendre une approche vraiment orientée vers la sécurisation culturelle pour les Premières Nations. Il y a un guérisseur traditionnel qui vient à toutes les semaines sur l'étage. Il y a la possibilité d'avoir de la nourriture traditionnelle, le country food. Donc, il y a certaines approches. Puis je sais qu'à MUHC, à McGill aussi, ils essaient. Mais c'est encore des projets, toujours des projets pilotes pour commencer, évidemment. Donc, c'est la pérennité qui est plus difficile à assurer. C'est sûr que ça tend à changer. Les gens sont plus conscients. L'humilité culturelle est plus présente. Puis, il y a une ouverture aussi à comprendre l'autre qui est plus présente. Mais c'est sûr qu'il y a toujours du chemin à faire. Tu sais, on est comme au 2e étage d'un building de 50. Donc, il y a encore des choses à faire, mais tranquillement, c'est de rester le maringouin dans la pièce, là, puis de toujours commencer à en parler, puis à soulever la question. Puis ça ne s'adresse pas juste aux Premières Nations. En fait, c'est toutes les minorités qui ont la façon de voir la santé, le bien-être n'est pas la même pour tout le monde. Puis même en tant qu'individu, c'est différent. Fait que c'est aussi d'être agile dans la façon de présenter les soins. C'est très difficile quand tu as une structure très... puis où est-ce qu'il y a personne qui a un pouvoir décisionnel, puis que ça revient toujours à quelqu'un, à un autre. Je pourrais parler des heures là-dessus, mais c'est sûr que je pense que c'est une grosse question, c'est du courage, puis de prendre la décision, puis de le faire, d'agir. Pas attendre la permission, pas faire 30 millions de comités pour en discuter. Vraiment just do it. Thank you. We have another question up front here. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est plus par rapport au prisme. Moi, je suis infirmière et puis j'ai souvent des gens qui viennent en consultation que je vois qui ont des problèmes de santé mentale, qui pourraient bénéficier peut-être de médicaments ou du moins une consultation médicale, encore plus avec un psychiatre éventuellement, ou peut-être même le prisme. Mais de faire l'étape, le pont pour les convaincre d'une certaine façon à faire cette étape-là, c'est là que j'atteins un peu un mur souvent. Des fois, j'essaie de créer un lien, puis ça prend un peu de temps, puis des fois, ça peut peut-être un peu fonctionner. Mais je me demandais, vous, avec votre expérience, est-ce que vous aviez comme des conseils à donner pour créer cette... peut-être réussir un peu à convaincre la personne, parce que souvent, ils sont un peu comme « non, ça va m'empoisonner », ils sont méfiants. Puis des fois, on les revoit plus. Fait que c'est quoi un peu votre façon de faire? Allô? La prémisse pour nous, le prisme, c'est pas le traitement. L'objectif, c'est pas le traitement. L'objectif, c'est d'aider les gens à sortir de la rue et à arriver en logement. Donc, c'est intéressant parce que dans le fond, le prisme est parti avec cette idée-là. Nous avons nos concepts de réaffiliation. Les concepts de réaffiliation n'ont pas grand-chose à voir avec le traitement. On s'entend que c'est des éléments de bon sens pour sortir de la rue. Et en fait, maintenant, le refuge fait les éléments de réaffiliation de façon autonome, et puis eux font la liaison avec les services et tout pour toutes sortes de clientèle, qui fait que nous, on s'occupe vraiment plus de ceux qui ont peut-être plus besoin de la composante médicale. Donc, la composante médicale du prisme, c'est un outil
mais c'est pas une fin en soi. Donc, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit pas est-ce que tu aimerais avoir un antipsychotique, préférablement dans la fesse, une fois par mois, pour pouvoir traiter tes symptômes psychotiques qui font que tu fais toutes sortes de folies. C'est pas l'approche. C'est vraiment pas l'approche. Parce que dans le fond, le contrat qu'on fait, c'est est-ce que tu aimerais comme sortir de ta situation de rue, puis avoir un logement, puis revenir un petit peu vers des éléments de normalisation de ta vie. Et ça, c'est déjà plus intéressant. Et donc là, on dit, ben, pour ça, il y a certaines choses à faire. Il faut être comme disponible pour faire des démarches. Donc, il y a des démarches à faire. Il faut avoir des pièces d'identité, il faut avoir de l'argent, il faut faire une démarche pour obtenir un logement, puis il faut se présenter devant un propriétaire éventuellement ou un organisme pour pouvoir accéder au logement. Donc, il faut que comme une partie de son cerveau soit disponible pour faire ça. Pas tout au complet nécessairement, mais au moins une partie. Fait qu'est-ce qu'il y a une partie disponible ou pas? Ben là, ça dépend. Et là, c'est là qu'on peut dire, ben, des fois, la médication, ça permet peut-être juste de focusser sur ce qu'on fait là. Parce que c'est sûr que tu as une réalité, puis il y a d'autres choses qui se passent, mais on a besoin un petit peu de ton attention là. Fait que si tu n'as pas besoin de médicaments, c'est parfait. On va faire les étapes de réaffiliation, puis il n'y aura pas de médicaments, puis la personne va rentrer en logement, peut-être avec de la psychose, mais l'objectif, c'est le logement. Mais souvent, sans traitement, c'est juste difficile d'avoir même une interface. Fait qu'à ce moment-là, on arrive à ce point-là. Donc, je dirais que la question du traitement, ça ne va pas être au début. La première, c'est le contrat, c'est la sortie d'itinérance. Oui. Tu rajoutes? Oui, peut-être. Parce qu'on travaille différemment. Je n'ai pas de prisme encore où je travaille. Fait que je travaille avec l'équipe itinérance. Donc, je vais justement voir les gens dans leur tente, dans la rue. Puis, en 2 mots, tu sais, ce qu'Olivier décrit, c'est l'objectif commun. Puis l'objectif commun, c'est effectivement jamais de recevoir de la médication. C'est de sortir de cette situation-là. Fait que quand on a tout tenté avec les papiers, avec le logement, puis ça ne marche pas parce que la personne est trop désorganisée, par exemple, pour être capable de faire ces démarches-là, bien, c'est là que peut-être on se dit « peut-être que ça serait utile, finalement, la médication. » Puis c'est vraiment l'approche, je pense, que tu as également, là, mais qui amène plus souvent qu'autrement un traitement qui est volontaire puis que les gens vont finir par accepter. Mais je vais ajouter un petit point éditorial. Là, ça prend plusieurs rencontres, ça prend de se déplacer, puis c'est pas très performant nécessairement dans le système de santé actuel. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était vraiment intéressant. Puis moi, pour faire pouce aussi au prisme, ce serait quoi les critères aussi d'admissibilité? Est-ce qu'il y a des âges? C'est quoi que vous demandez? Il n'y a pas d'âge, peut-être plus que 18 ans, parce que les gens ne peuvent pas rester au refuge où on est installé quand ils ont moins de 18 ans. Puis pour les moins de 18 ans, il y a aussi quand même SOL et la clinique des jeunes adultes psychotiques du CHUM qui ont quand même des choses en place qui sont intéressantes. Donc après, c'est 18 ans montant jusqu'à pas de limite. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y avait comme pas de concept de réaffiliation qui était opéré par le refuge ou les partenaires communautaires, on ratisse un petit peu plus large maintenant que les organismes communautaires font maintenant des trajectoires de service avec les papiers, le revenu, la référence en logement, et qu'ils ont beaucoup développé aussi leur capacité de loger les gens. On est capable de se concentrer un petit peu plus sur notre composante plus particulière de santé mentale. Donc, un problème de santé mentale, mais sans le définir trop haut, mais c'est très, très, très souvent, c'est plus les éléments de la psychose et tout ça, parce que c'est ça qui interfère le plus avec le projet de sortie d'itinérance, et c'est ça qui empêche les gens d'interfacer avec, disons, des services courants. Donc, c'est notre core business. Mais c'est pas nécessairement les gens les plus dérangeants. Souvent, c'est les gens qui sont très tranquilles, qui parlent à personne, qui s'isolent, Et ceux-là, en fait, ont un processus psychotique, et c'est vraiment intéressant parce que le traitement peut faire une différence importante, et vraiment, la personne peut émerger et puis tout à coup revoir des objectifs de sortie d'itinérance, puis des objectifs normatifs. On a eu
comme des miracles, de gens qui étaient comme enfermés dans une espèce de petit fonctionnement répétitif et tout pendant des années, puis on apprend qu'ils avaient une famille, qu'ils avaient un commerce, qu'ils avaient des diplômes et tout, puis en fait avec le traitement, tout ça ne revient pas, mais le désir d'avoir un logement, puis d'avoir une vie normative, et même de reconnecter avec la famille revient. Merci. J'ai une question aussi par rapport à... Là, je viens de comprendre qu'il y a un prisme et il n'y a pas de prisme. En fait, c'est quoi vraiment la plus-value du programme Prisme en tant que tel, puisque il y a des organisations, que ce soit des équipes itinérantes ou des groupes communautaires, qui font des accompagnements là, papier, argent, et puis l'accès, par exemple, à la médication, c'est là où est-ce que c'est compliqué. Est-ce que c'est ça, c'est quoi la grande plus-value d'un programme Prisme versus d'avoir accès à un ou une psychiatre dans les équipes qui sont déjà sur les territoires? En fait, on travaille fort pour en avoir un sur notre territoire. Les plus-values sont multiples là, dans le sens où t'as tout réuni sous un même toit. Puis d'ailleurs, ben, t'as justement un toit. Les gens, souvent, que je vais voir, ben, ils n'en ont pas. Puis ça prend justement, le dédale dont on parlait au début, on le vit, là, qu'un psychiatre se déplace dans les organismes communautaires, dans les campements, tout ça, je pense que c'est très aidant. Mais après ça, reste que nous, on est coincés là-dedans, dans ces difficultés-là, d'aller chercher les papiers, de se déplacer, d'aller chercher une carte RAMQ pour que la personne puisse avoir des médicaments. Puis ça multiplie le temps, le montant de psychiatre. Je peux évidemment voir moins de monde, mais ça fait aussi que les gens sont coincés plus longtemps dans la rue. Fait que tout avoir sur le même toit est extrêmement important, mais dans le fond, puis c'est sûr qu'en 20 minutes, c'est difficile à décrire, là, mais la logique aussi, c'est de dire qu'on a besoin d'une multitude d'approches pour répondre à des gens qui ont une multitude de besoins différents. Fait qu'il y a des gens qui, comme ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils ne voudront pas non plus aller à Mission Bury. Puis c'est correct, puis c'est pour ça que ça prend aussi d'autres approches. Puis on a parlé très rapidement du suivi intensif en itinérance. Là, je vous parle d'un petit peu ce que moi je fais, mais c'est pour répondre à différents besoins. Puis je dis, on n'a pas de prisme, mais c'est pas vrai. Des fois, on en envoie dans le centre-ville aussi. Là, on se parle, là, puis on essaye d'organiser les choses. Mais c'est pas tout le monde, mettons, qui est en situation d'itinérance dans Montréal-Nord, qui va vouloir se ramasser dans le centre-ville, puis d'aller à la mission Oldbury, même si là-bas, ben il y aurait ce genre de programme-là. Fait que, je me répète, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une multitude d'approches, autant quand les gens ils sont dans la rue, que pendant, que après, pour les accompagner. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'après, mais ça prend aussi toutes sortes d'accompagnements puis toutes sortes de types de logements pour répondre aux besoins des gens qui ont des problèmes de santé mentale puis qui se retrouvent en situation d'itinérance. Je vais rajouter un petit quelque chose, puis ça va avoir avec le vocabulaire de l'intersectorialité puis de la concertation, des mots que les gens qui me connaissent savent qui m'énervent, mais c'est pas contre vous du tout. Mais la raison pour laquelle ça m'énerve, c'est parce que s'il y a de l'intersectorialité, c'est qu'il y a des secteurs qui n'ont pas vraiment rapport les uns avec les autres, qui doivent trouver une façon de travailler ensemble en tension de leurs missions respectives pour essayer de donner des services à une clientèle qui n'est pas tout à fait la leur, Et là, ça prend beaucoup de concertation parce que là, qui fait quoi? C'est bien, mais c'est incomplet. Parce que, en fait, c'est un problème tellement large. C'est un problème, c'est des centaines de millions de dollars. Quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, c'est les solutions, ça, c'est de la construction de logements qu'on n'a jamais vu auparavant. Les moyens doivent être grands. Ça justifierait un ministère, donc ça justifierait une gouvernance où on n'a pas besoin de faire de l'intersectorialité ou de la concertation parce qu'on aurait des services qui sont complets, intégrés spécifiquement pour cette clientèle-là, comme pour la clientèle autochtone, qui doivent piocher à droite, à gauche, ceci et cela, un petit morceau de ça pour essayer de faire un service complet. Alors, c'est ça, le problème est trop grand
pour qu'on continue de travailler en intersectorialité et en concertation, il faut avoir des services qui ont le focus là-dessus, sur cette clientèle globale, qui embarque tout le monde avec les approches suffisamment larges pour inclure toutes les personnes qui en ont besoin et obliger les différents acteurs, que ce soit le logement, que ce soit la santé et tout, à jouer leur rôle. Donc ça prend une gouvernance centralisée. Merci. We have one more question. 5 minutes left. Je m'excuse premièrement parce que je sais qu'il y a des autres présentations que le prisme, mais moi je vais continuer sur la ligne de questionnement actuelle. C'est déjà très encourageant d'entendre des paroles qui mettent l'emphase sur le fait que on a vraiment besoin d'une vision globale à un niveau ministériel pour vraiment faire face à ça, parce que en travaillant pour un refuge au centre-ville ici à Montréal, je pense que c'est tout à fait ça qu'on constate nous aussi. Puis, qu'est-ce que j'aimerais entendre, c'est pas juste qu'est-ce qui est Prisme et les SII, mais de savoir quelle est l'évolution, quel est le trajet actuel de ces programmes, puis pas juste dans surtout le concret, mais aussi de savoir un peu l'ambition de ces projets, parce que pour nous, on a déjà référé des personnes dans ces programmes-là. On voit que ça sert un besoin tout à fait important et essentiel, puis que c'est à un niveau très préliminaire pour vraiment servir le rôle que ça puisse jouer, surtout dans le sens que c'est une façon pour le service de santé, le service social d'être vraiment centralisé et coordonné dans l'offre de services, qui a quand même un potentiel très intéressant pour le secteur. Quelle excellente question. Mais je vais essayer d'être succinct. C'est qu'on veut fabriquer un écosystème de services. On parle de prisme. Prisme, c'est une affaire, mais je veux dire, on a besoin de tout ce qui a été décrit. Puis on a développé le prisme et le suivi intensif itinérance parce qu'on avait des clientèles différentes. On avait des clientèles qui avaient des besoins immenses, infinis, que ça prenait une équipe vraiment très intégrée avec beaucoup de professionnels, le SII, qui pouvaient faire une prise en charge sur des mois, dans la rue, au refuge, à la maison. Et puis le prisme, c'était pour pouvoir en faire le plus possible. Mais donc la perspective à long terme, c'est de créer un écosystème où on a des outils. Donc Prisme, SI, c'est un outil. L'application de la santé publique, c'est un outil. Toutes les approches autochtones, ce sont des outils. Mais pour un objectif quand même relativement unifié, c'est de servir les besoins santé psychosociaux de ces personnes-là et de leur offrir une trajectoire vers une vie qui est autre que la vie en situation d'itinérance. Donc, l'idée, le prisme étant un outil, c'est un outil intéressant parce qu'il n'est pas très compliqué à mettre en place. C'est un partenariat avec un refuge. Il y a une bonne, disons, mariage des valeurs du refuge puis des valeurs du réseau qui peuvent se faire. Et donc, il y a une dissémination. Donc, à Québec, il y a un programme similaire. Il y en a plusieurs à Montréal pour les femmes aussi, peut-être pour les Autochtones un jour, si c'est l'approche appropriée. Mais par contre, ça ne sert à rien d'avoir plein de services qui préparent les gens au logement quand il n'y a pas de logement, ou quand il n'y a pas de prise en charge après, ou quand il n'y a pas les organismes communautaires qui sont capables de faire le soutien pour que les gens gardent et leur logement à long terme, ou qu'il y ait des subventions au logement. Donc, c'est une approche qu'on développe avec le gouvernement de dire, il voulait mettre des prismes partout. J'ai dit, attends, mais vous avez créé une demande énorme pour des logements subventionnés, mais si vous n'avez pas des subventions ou des organismes qui ont les reins assez solides pour offrir le service après-vente, si vous voulez, du prisme, on n'arrive à rien. Fait qu'il faut développer et construire l'écosystème progressivement en ajoutant toutes les pièces qu'on a. Et c'est pour ça que je parle d'une gouvernance unifiée, parce qu'il faut comme un cerveau autre que nous au gouvernement pour essayer de composer ça et de le faire à l'échelle territoriale. Thank you so much. We heard from some fantastic speakers. I want to thank Lucie, Catherine, Virginie, Olivier, et Monique. We heard about collective solutions,
coordinated solutions and culturally safe solutions. And it's super complex and at times, I'm sure, very chaotic. But at the same time, the motivation is really simple, and it's to kind of care for people as people and to treat them as that first and foremost. And so thank you all for sharing your stories and the work that you're doing. It's incredible, and I'm so grateful that you're here with us at this conference. And to all of you who stuck it out, on the back of your tickets, this is a drink ticket, just so you know. So you can take the beverage of your choice, but you get one. And you get that in as little as 15 minutes by going to the 7th floor. So there's a reception from 5:30 to 7. Thank you so much, all of you, as well as for our speakers. Have a great evening. Merci.